je suis très content d'être là et c'est un bel hommage à Jules Verne. Précise que tu es breton parce que tout le monde ne peut pas comprendre. Je viens de Brest, vraiment du bout. Nous on a subi vraiment des avaries assez... Donc il faut l'entendre au sens littéral, il a bravé des 207 km/h de vent. Non, ça c'était sur la pointe du Roc, pas moi. Mais ouais, donc en fait, comme quoi les éléments peuvent se déchaîner. Et dans l'exposition, il y a des éléments qui sont sensiblement dans cette expression-là. Et puis j'espère que vous serez content de visiter ça. On va essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait. Et puis là, je suis très content du travail de Florian. Il va vous expliquer aussi ce qu'il a fait. Juste très brièvement, d'abord je remercie Monsieur le maire et la ville de Limoux, y compris pour leur confiance, parce que ce pas toutes les villes en France qui ont cette ouverture d'esprit, parce que la fantasy, le steampunk sont quand même des thèmes qui sont plutôt attractifs pour la jeunesse et qui sont peut-être pas compris toujours dans notre public, alors qu'ils suscitent de plus en plus d'engouement. Donc merci encore, y compris pour votre confiance. Et donc, juste vous dire que en fait, cette exposition autour de Jules Verne fait partie en fait d'une série au départ qui a été vue beaucoup à l'étranger, notamment avec l'appui du gouvernement français. On l'a vu dans différents pays, notamment dans les pays de l'Est, par le réseau des alliances françaises et ce genre de choses. Et donc c'est la première fois en fait qu'on la voit, qu'on voit une émanation de cette série depuis 2013 en France. Donc doublement merci à Limoux. Et voilà, je voulais le souligner. Et donc voilà, je vous propose maintenant de faire une petite visite guidée de l'exposition et de vous en apprendre plus sur ces thèmes qui nous sont chers. Donc on avait intitulé ça dans les courants de la fantasy et du steampunk, puisque en fait, pour ceux qui ne sont pas très familiers de ces thèmes, eh bien, la fantasy est un courant à côté de la science-fiction, qui est devenu, comme le steampunk de nos jours, un vrai mouvement culturel, qui recouvre différents domaines artistiques. Et le steampunk, lui, est considéré souvent comme un sous-genre de la science-fiction, mais il prend lui aussi de plus en plus d'importance et il s'exprime de différentes façons, notamment la bande dessinée et l'illustration, qui sont les domaines primordiaux de Gwendal. Donc je te propose de te présenter un petit peu plus. Ouais. Alors effectivement, on parlait de la Bretagne tout à l'heure, c'est vrai que nous on a les légendes arthuriennes, on a beaucoup de légendes bretonnes sur le thème médiéval, parce que ça a été... moi j'ai travaillé sur Durandal, l'épée de Roland par exemple, et en fait c'est présent en Bretagne, c'était le Conquet de Bretagne, la Marche de Bretagne. Et, certains personnages du cycle font partie de la Bretagne, la forêt de Paimpol, etc. Exactement. Merlin. Et donc, pour nous, c'est naturel d'être inspiré par ces thèmes-là. Quand on songe à Tolkien, qui est certainement le père de la fantasy, aujourd'hui, tout le monde connaît Le Seigneur des Anneaux. Mais en fait, pour nous, en Bretagne, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a été immergé dans les inspirations celtiques. Alors certes, la légende arthurienne, c'est à part, hein, c'est un peu particulier. Mais ces inspirations sont présentes. Donc, il y a le paysage aussi. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup là-dedans. Et il se trouve que j'ai fait également mon DNAP, enfin c'est mon diplôme en art aux Beaux-Arts, sur le thème des peintres pré-raphaélites anglais, et qui sont beaucoup eux aussi inspirés de tout ce qui est arthurien, shakespearien. Donc c'est des choses que moi j'ai beaucoup visité. Alors on voit cette peinture. Un hommage à Waterhouse, qui est l'un d'entre eux. C'est pour ça que Gwendal nous montre cette image. C'est un des peintres que je préfère moi personnellement, mais c'est vrai que c'est un peintre très connu. Et donc voilà. Et sinon, juste pour continuer sur le steampunk, dire un petit peu que, outre Jules Verne, donc, qui est, comme on l'a déjà dit, le précurseur français de ce mouvement, là dernièrement, comme on le voit, tu as revisité d'autres thèmes de cette façon-là, notamment le fameux Lupin de Maurice Leblanc. Donc,
Donc on peut voir la couverture ici. Et donc, le steampunk est un thème qui s'accommode avec plein de personnages, qui est extrêmement plastique et malléable et qui est propice à ce que l'imagination s'exprime en fait. Voilà. Donc voilà, vous avez quelques exemples ici. Et puis là, un autre, je dirais, des animaux plutôt Lovecraftiens, donc qui font référence à Lovecraft, qui peut être aussi quelque part considéré comme l'un des précurseurs du steampunk dans ces thèmes. Donc cet auteur américain de Pulps, en fait, qui s'est fait connaître par des nouvelles au départ. Également, surtout, là on a donc toute la symbolique autour de Nemo, donc avec le fameux N qui est son emblème, et les gens qui sont des lecteurs de Verne savent notamment que bon, il y a ce fameux drapeau de Nemo qui est fiché du N et qu'on retrouve notamment. Il faut être très attentif dans le Sphinx des glaces, où on nous explique, ça c'est pour les lecteurs vraiment très très férus de Verne, où on finit par apprendre qu'il est allé planter ce drapeau sur la calotte glaciaire du pôle Sud, pour prendre possession du pôle Sud avant tout le monde. Et donc, dans la tradition du steampunk, avec Nicolas Hervoche, son scénariste, si vous voulez, là on a dans cette image la quintessence un petit peu de la métafiction, et donc, je ne veux pas être trop technique, mais du jeu sur les références qui est un des pans du steampunk. C'est-à-dire que là, ce M peut faire référence aussi à Napoléon. Donc, ça, je vous renverrai à la lecture de l'album, etc. Mais si vous voulez, dans cette image, qui est la couverture du premier tome, on a un concentré de différentes données et références qui sont aussi propres au steampunk, qui font partie de ce jeu de références qui est un des pans constitutifs du steampunk. Et ça, on en parlera mieux demain lors de la masterclass et de l'explication du travail de Gwendal, avec des images à l'appui. Voilà. Donc, bien sûr, en guise de continuer. Vas-y, Gwendal aussi, je ne veux pas monopoliser la parole non plus. Mais, voilà, donc bien sûr, là, quelques renseignements sur Jules Verne et ses illustrateurs. Et encore demain, images à l'appui, on pourra voir et comparer les images des illustrateurs de l'époque et le fait que Gwendal s'inscrit aussi complètement dans cette tradition et reprend ça comme argument dans son travail. C'est assez frappant. Et donc, je te laisse continuer. Oui, alors je vais juste détailler, donc le numéro 3 ici, c'est un visuel que vous ne voyez pas très bien. Mais en fait, mon éditeur m'a demandé de faire ce qu'il appelle une couverture différente de l'édition classique. On a fait, dans le style de Hetzel, l'éditeur de Jules Verne, on a fait une couverture avec un fourreau, une belle édition, qui est inspirée vraiment de... Alors pour ceux qui voudront voir le détail, je ne l'ai pas ici, mais on le voit ici en petit. Il faudra se rapprocher, mais c'est vraiment dans l'idée des collections Hetzel. Je l'ai prévu dans les images demain, donc j'ai prévu 2 versions. Voilà. Et donc voilà, puis là, typiquement, quelque chose qui procède de l'imaginaire et des images steampunk, donc avec aussi une référence, moi, au temps qui me fait penser à la machine à explorer le temps. Et donc moi, je pense immédiatement à H.G. Wells, Herbert George Wells, qui est un autre des grands inspirateurs, britannique celui-là, du steampunk. Alors, oui, ici on est dans le tome 1, on a voulu faire un lien avec l'ingénieur Villeroy, qui est un ingénieur qui existait, qui a créé les premiers prototypes des sous-marins. Donc en fait, mon scénariste l'a inséré dans le scénario, et l'idée c'était justement de faire venir à la fois le jeune Prince Dakkar, qui n'est pas encore le capitaine Nemo, et qui va s'émerveiller devant les prototypes et devant l'ingéniosité de cette science-là, et ça va l'inspirer vraiment plus tard. En fait, c'est ce qu'on disait par rapport au jeu de référence. Donc là, en l'occurrence, entre la fiction, la réalité, ce que pratiquait Jules Verne lui-même. On a parlé du Sphinx des glaces tout à l'heure. C'est censé être une continuation d'un roman qui met en scène Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe. Et donc lui faisait exactement la même chose. Du coup, Nicolas Hervoche
et Gwendal ont utilisé les mêmes procédés. Voilà. On joue les continuateurs également. Et d'ailleurs, j'allais dire que le jeune Jules, qui est l'assistant de l'ingénieur Villeroy, en fait, c'est une sorte de vision du Jules Verne plus tard, en fait, de ce jeune homme. Parce que c'est l'époque, en fait, il y avait cet âge-là à l'époque. Et qui est tout à fait plausible du point de vue historique, puisque Jules Verne était présent à Nantes à l'époque, et que Villeroy aussi a vécu à ce moment-là à Nantes également. Donc c'est tout à fait plausible. Voilà. Et donc c'est un des précurseurs du submersible, donc un ingénieur qui a fini d'ailleurs sa vie aux États-Unis, parce que voilà, il était plus entendu aux États-Unis. Et donc, où d'ailleurs, ce type d'invention ont fait florès, notamment au moment de la guerre donc de sécession, la guerre civile américaine, où donc on utilisait ce type de cuirassé, semi-submersible, submersible. Et c'est une des sources d'inspiration de Jules Verne, donc qui lui, en étant quelqu'un qui anticipait donc sur le futur, se servait vraiment de la documentation de son époque pour anticiper, imaginer ce que ça pourrait donner très bientôt, quoi. Tout à fait. Alors, en plus, c'est quelqu'un qui était vraiment versé dans la documentation. Ah oui. Dans les bibliothèques, il y passait son temps. Alors, je vais juste faire un focus sur cette image-là. En fait, c'est le premier prototype qu'a demandé Napoléon Ier à un Américain qui s'appelait Fulton. Voilà. Et en fait, le prototype a été essayé dans les bassins à Brest. Hein, c'est pour ça que nous, on connaît bien l'histoire chez nous. Et en fait, il a donné comme nom à son prototype le Nautilus. Et en fait, Jules Verne, nous, on l'a mis. Il est question de Fulton dans la bande dessinée, puisque cette référence-là a été utilisée par Jules Verne. Et pour l'anecdote, donc l'engin de Fulton est une des premières sources d'inspiration pour le Nautilus. Donc tout est lié. Et là, on a la rencontre, entre guillemets, entre Jules Verne, jeune, enfant, et sa future création. Voilà, donc typique, la métafiction dont je vous parlais, typique du steampunk, qui peut-être en partie inspiré aussi, je pense qu'il y a un lien, une référence, et puis tout ça est enjolivé par notre dessinateur préféré. Ah, nous, on voulait donner un style organique, un peu, pas comme Alien, mais un style vraiment vivant, et en même temps un côté un peu hindou. Voilà. Et c'est une autre des caractéristiques du steampunk, c'est-à-dire que ça incline aussi vers la fantasy. Ça n'est pas tout le temps on n'est pas tout le temps dans la rigueur scientifique. On va vers d'autres choses, on imagine d'autres choses. C'est pour ça que vous verrez dans certains dessins que Gwendal n'hésite pas à mélanger les dirigeables ou d'autres engins avec des dragons ou ce genre de choses. Oui, ça peut être très typique du steampunk. Effectivement, l'esthétique va très loin dans le steampunk, mais ça sert toujours le récit. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de gratuité. Le scénario va dans un sens et l'esthétique qu'on y met accompagne le scénario. Donc il faut que l'esthétique ait du sens aussi. Il ne faut pas que ce soit juste joli ou je ne sais pas quoi. Donc Gwendal faisait référence à l'Inde ou au fait que le personnage principal Nemo était hindou, parce qu'on finit par l'apprendre dans les romans où il apparaît. Et donc voilà, ici nous avons un petit peu la concrétisation de ça, surtout dans ces 2 pages de Alias Nemo, où avec son scénariste Nicolas Hervoche, ils ont pris soin de redétailler et de refaire référence à tout ce pan de l'histoire passée du personnage. Et il faut savoir que ça a été très discuté entre Hetzel, l'éditeur de Verne, et Verne lui-même, parce qu'il y avait plusieurs hypothèses de travail. Et finalement, c'est devenu un Indien. Et parce qu'à l'époque, on ne s'entendait pas très bien avec les Britanniques. Et finalement, ça a arrangé tout le monde que ce soit un ennemi des Britanniques. Et c'est comme ça que ça a basculé. Parce qu'à un moment, il faut savoir qu'il avait été envisagé que ce soit un Polonais, nationaliste polonais, ennemi des Russes. Et comme Hetzel avait un gros marché avec la Russie, non, ça ne l'a pas fait. Voilà. Comme quoi, des fois, ça tient à pas grand-chose. Voilà. Mais il a fait un peu plus tard, je crois, Mathias Sandorf. Oui, parce qu'en fait, il avait une vraie appétence pour les pays de l'Est, etc. Et d'ailleurs, la réciproque est vraie, puisque nous avons été amenés à exploser, parce qu'il a été adapté un grand nombre de fois au cinéma, et c'est le cinéma qui l'a popularisé dans les pays de l'Est, vraiment. Voilà.
Et d'ailleurs, où des fois, l'île mystérieuse est plus populaire encore que 20 milieux sous les mers. Il y a des bizarreries comme ça. Voilà. Et donc là, on a des modèles toujours de design, de scaphandres, etc. Ça, on y reviendra demain aussi. On redétaillera ces aspects de design. Là, on a, je te laisse commenter des aspects. On a choisi pour l'aspect spectaculaire qui toise le visiteur. Je sais pas si vous voyez bien. Alors là c'est un scaphandre justement. Dans la couverture, donc c'est une couverture qui existera dans une édition complémentaire en fait. Ça accompagne le tome 2. En fait, vous voyez dans la visière du scaphandre, il y a un autre scaphandrier qui lui fait face. Et en fait, le design de celui-ci, c'est un Atlante, dans un style aztèque, maya, si on veut. Donc on a situé notre Atlantide au Yucatan. Donc c'est un peu particulier, c'est un choix... Parce que il faut rappeler que dans 20 milieux sous les mers, enfin, il y a multiples aventures, et notamment, il y a des références à l'Atlantide et ce genre de choses. Tout à fait. On est dans la continuité. Et ici, vous avez une autre couverture, donc c'est des peintures que je travaille sur toile à l'acrylique en grand, qui sont à peu près au format. Et ici, j'ai travaillé un personnage assez proche, on va dire, de Cthulhu dans Lovecraft. On revient à Lovecraft. Et donc notre souhait, c'est de faire un crossover, c'est-à-dire une fusion, une passerelle entre les deux univers, celle de Lovecraft et de Jules Verne dans le tome 4. Donc on annonce simplement notre ambition pour l'instant avec un livret illustré. Mais évidemment, là, je suis en train de développer que le tome 2. Il faut savoir que le grand thème de Lovecraft, c'est la petitesse de l'humain face à l'inexpliqué, souvent extraterrestre, à des créatures qui dominent de toute leur hauteur cosmique l'insignifiante créature qu'est l'homme. Donc c'est tout le temps autour de ces thèmes, et souvent des créatures très inquiétantes, évidemment. Et donc voilà le cosmicisme de Lovecraft incarné. Voilà. Déjà, on peut faire de toute façon d'une façon très simple. Donc la personne qui comprend un petit peu l'anglais, steam, vapeur, et punk. Alors on va résumer voyou. Mais voyou, c'est très court. En fait, ça sous-entend autre chose aussi de plus important. C'est l'aspect contestataire. C'est le mouvement culturel punk, c'est-à-dire la musique, les clashs, etc. Et la mode, etc. Tout ce qui est décliné autour. Et du coup, on retrouve un autre aspect important du steampunk, et ce pourquoi il est devenu un mouvement culturel, c'est que lui aussi décline de cette façon. Donc voilà. Dans différents médias, dans différents domaines artistiques. Et puis, c'est vraiment devenu un mouvement populaire avec ce qu'on appelle maintenant les steamers ou les vaporistes, donc les fervents partisans de ce mouvement culturel, donc qui font des festivals, qui célèbrent leur passion, donc avec différentes caractéristiques, dont une qui est un peu le rejet du consumérisme, et on revient en bon français, comme steampunk, le do-it-yourself. On refait les choses soi-même, on refait ses costumes avec des hautes formes à l'ancienne, et on trouve une espèce de refuge réconfortant dans le passé. Voilà. Donc l'aspect rétro-futur et tout ça. Et le steampunk, vraiment prise de réinventer à partir du passé, s'intéresser aux versions du futur, par exemple au XIXe siècle, de quelle façon on imaginait le XXe siècle. Et voilà, extrapoler à partir de ça. Nous, on aime bien tous les deux Albert Robida, par exemple, qui avait fait sa trilogie Le XXe siècle, où voilà, un bon continuateur de Jules Verne, donc il imaginait tout ça et il l'illustrait. Donc voilà, typiquement ce genre de choses. Et donc, là aussi, on se concentre sur l'esthétique du steampunk, et notamment les aspects design. On a fait un petit aussi rappel à Wells et ses tripodes, etc. dans ce dessin. Là, on a une espèce de mélange de Jules Verne, des romans de Jules Verne, de la Terre à la Lune, etc. Et à l'arrière-plan, un tripode de la Guerre des mondes d'H.G. Wells, donc, qui est l'autre précurseur britannique du steampunk qu'on a déjà cité.
et ou l'auteur également de L'Homme Invisible, etc. Et il faut savoir que les deux, on les prend souvent pour des chantres du progrès, du modernisme, etc. Mais en fait, ils avaient tous les deux quand même, ils étaient très modernes dans le fait qu'ils avaient quand même un certain scepticisme par rapport à l'usage que l'on peut faire de la science et de l'aspect négatif que ça peut comporter. Et les deux, s'écriant chez Jules Verne dans différents romans, ça allait aussi chez H.G. Wells, notamment dans L'Homme Invisible. Ou alors là, on a un savant fou, un autre des grands thèmes du steampunk, qui a complètement dérapé et qui ne sait plus redevenir visible parce qu'il a été échappé par son invention, quoi. Donc voilà. Typiquement, un autre aspect du steampunk, le savant fou et ses dérives. Et voilà, et donc, et puis on a les aspects vraiment esthétiques plus basiques et très amusants, où le haut de forme, les robes à crinoline, voilà, tout cet aspect pittoresque du steampunk. Alors il y a une illustration dans le haut, c'est en fait un symbole de la fée électricité. Et la fée électricité, c'est l'expo universelle de 1900 à Paris, et c'est immense ce qui s'est passé à cette époque-là. Et on parlait d'auteurs qui avaient peut-être une vision négative de la science, mais alors pas du tout du futur, hein. Ils étaient très enthousiastes en 1900, et si on prend justement le mouvement artistique de cette époque-là, c'était l'Art Nouveau. Et l'Art Nouveau, ça a été cassé par la guerre de 14 si on veut, mais à cette époque-là, c'était un des mouvements artistiques qui a été... c'est allé très très vite et dans tous les secteurs. Et encore aujourd'hui, on admire ça. Un peu plus tard, c'est l'Art déco qui reverra le jour à l'entre-deux-guerres. Et encore, ce mouvement va ressusciter quelque chose, mais évidemment sera un petit peu diminué par la guerre qui aura eu lieu. Voilà. Oui, et derrière donc le steampunk, il y a aussi l'électricité qui était l'autre grand moyen de faire se mouvoir les fabuleux engins qui sont mis en scène dans le steampunk. Et juste un dernier mot pour dire que, en fait, le steampunk a été un peu précédé par un autre mouvement qui est le cyberpunk. Donc, et il tire son nom de là, et les premiers grands auteurs du steampunk, en fait, ont adopté cette appellation dans une posture plutôt ironique, au second degré, par rapport à l'autre mouvement, parce qu'ils cherchaient un nom. Ils se sont dit, finalement, pourquoi nous, on se préoccupe du 19e siècle, on revisite le passé et les engins à vapeur, donc appelons ça steampunk. Donc voilà. Et du coup, le cyberpunk, lui, a connu une postérité aussi formidable, puisque, bon voilà, c'est William Gibson, le neuromancien, qui est un film qui a inspiré beaucoup de choses, beaucoup de films que vous connaissez de science-fiction, et aussi donc, le film Blade Runner, voilà, qui est très très connu, plutôt inspiré par Philip K. Dick, qui était le mentor des principaux premiers auteurs californiens du steampunk. Voilà. Donc tout est lié en fait. Voilà. Et on termine on a une grande illustration là d'inspiration aussi Lovecraftienne. Donc voilà, donc avec les personnages inquiétants autour, etc. Donc le petit Nautilus avec son... C'est Nemo là, je suppose. On peut imaginer. Ouais. Et donc voilà, ils sont écrasés par les créatures menaçantes qui menacent le petit homme. Qu'il reste. Puis... Alors la série, donc elle fera 4 tomes. Là on est rentré dans le tome 2, vraiment dans 20 milieux sous les mers. Là vous avez une planche inédite extraite du tome 2. Donc l'ambiance sera vraiment plus orientée vers ce qu'a fait Jules Verne. C'est plus l'aventure, on va bouger beaucoup. Il y aura aussi des parties beaucoup plus sombres. Et le tome 2 qui ne sera publié qu'au mois de juin. De juin, oui. On a retardé la sortie. Voilà, et donc du coup, pour dire un petit mot quand même le fait de revisiter les origines de Nemo, etc. Je pense. Alors c'est intéressant parce que moi c'est une œuvre qui m'a toujours semblé en dehors de tout ce qu'il a fait. C'était très visionnaire et c'est quasi de la science-fiction depuis son époque. Et pour nous, le revisiter à notre sauce, en mettant évidemment des ingrédients personnels, un univers plus personnel, je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment pertinent. Je viens d'apprendre aujourd'hui que la série chez Disney+ ne va pas être diffusée, alors qu'elle est finie. Je ne sais pas pourquoi. Mais par contre, ça veut dire qu'ils y ont travaillé. Ce qu'on peut dire
en conclusion, c'est que là, on a fait un petit rappel des différents romans ou même de la pièce de théâtre de 1882 où on peut retrouver le personnage de Nemo sous ses différents avatars, je dirais. Voilà, pour mémoire. Et puis, dire que vraiment, cette exposition est vraiment dans l'air du temps. Sans se vanter, il suffit de regarder quelles sont les sorties récentes. Rien que dans la bande dessinée, il y a le retour du capitaine Nemo de Peter C. Skelton qui vient de sortir. Enfin, il y a plein de choses autour de... Enfin, Jules Verne reste d'une actualité étonnante. Hein. Vraiment, là, vous allez voir que voilà, ces derniers temps, plus que jamais. Donc là, vous avez l'édition de luxe qui est présentée ici de ce tome 1. On en fera une édition dans le tome 2 aussi avec un coffret Hetzel, pareil. Il y aura des... comme dans Hetzel, en fait, il y aura des couvertures avec des couleurs différentes suivant les tomes. On va garder la tradition. Ouais. Et puis, je viens de sortir 2 livres. Donc, on a parlé du signé Lupin, donc sur Arsène Lupin en steampunk. Donc ça, c'est mon travail de recherche autour du mouvement steampunk. Et je viens de sortir aussi donc, le livre Les Arcanes d'Alia, qui est donc l'intégrale de la série en fantasy celtique. Une reprise d'une de ses premières séries fantasy cette fois. Voilà. Ah oui, et puis alors pour ceux qui connaissent, là j'étais au festival de Saint-Malo le week-end dernier et je travaillais sur le tirage de tête de Elf tome 9. Oui, donc avec Corbéran. Avec Corbéran, et c'est un de renom. Une maison d'édition spécialisée en tirage de tête, donc des grands formats. Et puis Jules Verne et la mer également. Voilà. Et Jules Verne et la mer, ça c'est un livre documentaire que j'ai ici avec moi. Passion partagée avec notre dessinateur breton, la mer. Voilà. Ouais. Et ben voilà, nous vous remercions pour votre attention et d'être venus.